pour cette bande dessinée. Je vais passer la parole à Ronan Gros, qui était donc à côté de moi, qui va animer cette matinée. Pour les personnes qui auraient acheté la place de la masterclass et la bande dessinée, vous pourrez la récupérer à la sortie dans notre boutique, puisque cette masterclass sera suivie d'une séance de dédicace. Et puis, moi, je vais faire une petite dédicace à notre invité surprise qui est là et que je salue, qui préfère rester anonyme pour le moment. Bonjour à tous. Alors, ils sont déjà installés. Merci d'accueillir donc les auteurs du nouveau Black et Mortimer, François Scutten, Laurent Durieux, Jaco van Dormel et Thomas Gunzig. Peut-être avant, on va donc voir des courts-métrages avant, puis discuter ensuite de ce nouveau Black et Mortimer. Est-ce que vous voulez dire un mot, messieurs, avant qu'on lance des courts-métrages? Alors, les courts-métrages, oui, toi tu as un mot à dire. C'est Moi j'ai un petit mot à dire. un film de Laurent Durieux et un film de Jaco van Dormel. Ça marche, oui. En fait, le court-métrage, vous allez voir, c'est un très court-métrage qui fait 3 minutes et des poussières, je pense, donc on ne va pas vous ennuyer longtemps, rassurez-vous. C'est un court-métrage qui a été fait en 8 semaines, en image de synthèse, avec une école artistique de Arles qui s'appelle Subinfocom. Donc ça a été très. Donc il faut être indulgent parce que c'est un travail d'étudiant. Donc c'est un film qui m'a fait un petit peu souffrir, je dois l'admettre, parce que j'ai beaucoup travaillé pour un résultat qui est ce qu'il est. Mais je voulais vous le montrer parce que personne n'a vu. Enfin, on l'a vu à l'époque, il a été diffusé dans le cinéma des auteurs, c'est comme ça que ça s'appelle, je crois, à Paris. Et puis, il n'a plus jamais été diffusé, donc c'est quand même un peu collector. Et je trouve que c'est intéressant de le diffuser parce qu'il y a un rapport avec. C'est un hasard, un heureux hasard, il y a un rapport avec le dernier pharaon qui est le retour à quelque part à la lenteur, la décroissance. Donc vous verrez, c'est un espèce de film un peu bizarre. Voilà. Et Jaco, un mot sur ce film qu'on va voir. Oui, ça s'appelle I pericoloso spargersi, mais c'est pas un italien. Ça dure 12 minutes. C'est un film qui, c'est de 1982. Oui, ça fait quand même un moment. Mais vous retrouverez là-dedans des éléments de Toto le héros, vous retrouverez des éléments de Mistono Botti avec plusieurs vies possibles. Mais je ne veux pas vous embêter. Voilà. Eh ben, on y va. Donc 2 courts-métrages à la suite et après on revient discuter de ce dernier pharaon. Bonne projection. Bien, donc, on va discuter de ce dernier pharaon, mais aussi du lien avec ce qu'on vient de voir. Peut-être pour commencer, messieurs, quel est votre premier souvenir avec Black et Mortimer? Est-ce que vous vous en rappelez? Oui, moi c'est tout simple, hein, c'est mon frère aîné, qui a 12 ans de plus que moi, qui me disait en prenant les voix des personnages en mettant un petit peu une mise en scène personnelle à chacune des planches qui m'a sans doute marqué au point que ça ne m'a jamais quitté en fait. Je ne m'en suis pas tout à fait rendu compte, c'est seulement en faisant ce livre avec mes amis ici que j'ai vu à quel point ça avait été important. Laurent? Oui, moi c'était les mercredis après-midi chez ma grand-mère où il pleuvait et où je m'ennuyais à mourir. Et il y avait une seule BD chez ma grand-mère, je ne sais pas d'où elle venait d'ailleurs. C'était Black et Mortimer, le piège diabolique. Donc ça a été le premier souvenir pour moi de BD réaliste. Moi aussi, je lisais Black et Mortimer alors que je ne savais pas encore lire le contenu des bulles. Donc, c'est quand j'ai commencé à lire le contenu des bulles, c'était le ministère de la Grande Pyramide qui restait à côté de mon lit pendant quelques années. Et j'ai mis très longtemps à savoir ce que ça voulait dire, Knappik, Bajov, et toutes ces choses-là. Et alors, moi j'avais 9 ans. Et c'était un samedi, le samedi c'était le jour des grosses courses où il fallait aller dans la grande surface avec les parents et j'avais pas envie, ça m'ennuyait beaucoup. Mais il y avait un rayon bande dessinée où il m'abandonnait régulièrement le samedi. Et j'étais tombé tout à fait par hasard sur le piège diabolique.
Et j'ai jamais autant regretté que les grosses crousses des parents ne prennent pas plus de temps, parce que j'avais été émerveillé par ces dinosaures, par sa voyage dans le temps, par ce futur, par ces machines, voilà. Si vous deviez expliquer l'ADN de Blake et Mortimer, ce sont des héros très connus, et en même temps c'est très difficile d'expliquer exactement ce qui fait la singularité des aventures de Blake et Mortimer. Vous diriez quoi? Ouh là là, on est peut-être pas si bien placé que ça, que pour... on a un regard très interne en fait. Hein. On est donc certainement marqué, mais sans comprendre exactement. Ce qui est fascinant dans cette œuvre, c'est que d'abord, c'est l'œuvre d'un homme qui arrive assez tard à la bande dessinée. Et donc, il a une maturité, il a engrangé un ensemble de choses très, très profondes liées à sa carrière de chanteur d'opéra. Donc, c'est quelque chose qui va certainement nourrir d'une façon tout à fait particulière son travail d'auteur de bande dessinée, comme peut-être aucun autre auteur. La plupart des auteurs font de la bande dessinée en fait assez jeune, parce qu'il y a quelque part dans la bande dessinée, il y a une énergie d'enfant qu'il faut garder. Il faut garder un lien avec son enfance. Et c'est ça qui est très particulier ici, c'est que lui, il y vient tardivement, vraiment tardivement. C'est presque un cas d'école. Il n'y a pas tant d'auteurs que ça. La plupart, un peu comme moi, j'ai commencé très jeune, mais beaucoup d'auteurs de bande dessinée commencent assez jeunes. Hergé a commencé, il ne sait pas trop ce qu'il fait, il apprend son métier en le faisant. Et ça, c'est vraiment sans doute ce qui marque la différence pour moi. Ça veut dire qu'il y a un rapport plus adulte à la bande dessinée pour vous, chez Blake et Mortimer? Il a une expérience, une maturité dans le graphisme, dans le dessin. Donc il arrive avec un bagage unique, dans le sens où son travail de chanteur, son travail de comédien, entre guillemets, d'affichiste, de graphiste, un très bon graphiste, il ne faut pas l'oublier, il fait des publicités, il fait des dessins de mode, donc il arrive avec un bagage qui va vraiment utiliser, et ça c'est presque unique, parce que généralement on apprend notre métier qu'à un cas, en trouvant des voies. Lui, d'ailleurs, il apprend beaucoup de choses sur la couleur à Hergé, et puis il accepte les contraintes d'Hergé. Hein, il dit, bon, ok, donc, la ligne claire, je vais faire la ligne claire. C'est pas profondément son choix, mais il s'y adapte. Donc c'est vraiment très particulier ce parcours. Ce sont des héros anglais et belges en même temps. Qu'est-ce qu'il y a de belge chez Blake et Mortimer? Leur accent. Ah oui, ça s'entend tout de suite. Parce que vous avez Released by Jove. Vous avez choisi de situer cet album en grande partie en Belgique. C'était un retour aux sources, une envie de réaffirmer que Blake et Mortimer étaient aussi belges. C'est aussi dessiner ce qu'on connaît. Et puis, je crois que François et mes deux acolytes avaient envie de remettre Bruxelles au centre d'une aventure de bande dessinée, parce que c'est vrai que dans les années 60, enfin 50 même, dans le journal Tintin, on refusait aux auteurs de parler de Bruxelles, parce que la BD était destinée au public plutôt français. Donc on gommait un petit peu toutes les traces de Bruxelles dans les albums, aussi bien chez Franquin d'ailleurs que chez Hergé ou chez Jacobs. Donc je pense que c'est ça qu'ils ont voulu faire. Ils se sont dit, mais en fait, Bruxelles est aussi intéressante, pour plein de raisons. Et puis bon, l'histoire principale du palais de justice et son échafaudage, qui avait la colonne vertébrale du récit, c'est à Bruxelles. François, je sais que vous avez des images, vous pouvez nous montrer à tout moment. Alors j'avais mis la télécommande ici, elle a disparu. Elle est là. Ah, elle est là, d'accord, elle a bougé. Alors si on peut, et on va en même temps, on va en parler au fur et à mesure, hein, suivant vos questions, mais de façon assez générale. C'est un peu flou, c'est normal ou... C'est normal? Tu le dessines flou, moi je... D'accord. C'est vrai, je très myope. Bon, si c'est net pour vous, on va faire comme ça. Oui, c'était un petit peu l'image qui a servi de point de départ. Et puis, il fallait commencer par quelque chose. Il fallait commencer par quelque chose de visuel. Parce qu'en fait, le principe ici qu'on s'est donné, c'était de ne pas faire un scénario dans le sens classique du terme, de ne pas faire une histoire détachée du dessin, mais de tout de suite passer par l'incarnation. Et donc, du coup, on a commencé par une image, cette image comme ça, qui est évidemment l'intuition, le désir de Jacobs de faire un récit autour du palais de justice. Et puis bon, voilà, il y avait cette idée de rayonnement.
Et puis bon, après, avec Thomas et Jaco, le sujet est venu assez vite. Ah, on va bouger les images. Je pense qu'il faut appuyer sur pause, si vous voulez. Ah oui, d'accord. Et puis bon, il y avait cette aventure égyptienne aussi. Mais justement, on voit là les deux grandes influences de l'album, à la fois Bruxelles et puis aussi l'Égypte. Ouais. Comment on lit les deux? C'est quand même pas si évident que ça. On va le demander à nos amis, comment on lit les deux. Thomas. Comment on lit les deux? Ce qui est assez amusant en fait dans le travail d'écriture de scénario, c'est qu'il n'y a pas eu de travail d'écriture de scénario. On était en permanence tous les trois avec François et on se racontait l'histoire sans forcément savoir quel allait être le point d'arrivée et quels allaient être les grands moments forts du scénario. On avançait et donc ça fonctionnait, on était content. Et dans un premier temps, en fait, il n'y avait aucun lien qui était prévu avec l'Égypte. On avançait dans cette histoire de Mortimer dans Bruxelles. À un moment dans le scénario, on s'est dit qu'il aurait été bien que Mortimer soit porteur d'un secret dont il ne savait pas lui-même qu'il était le porteur. C'était une petite astuce d'écriture qui nous plaisait bien, hein, quelque chose de surprenant. Et puis on s'est dit que le seul point, la seule aventure dont on ne se souvenait pas, c'était celle de la Grande Pyramide, vu qu'il avait été amené à être amnésié par le cheikh. Et donc là, forcément, le lien s'est fait avec la Grande Pyramide, ce qui a beaucoup plu à François, qui travaillait justement avec son projet Scan Pyramide, etc. Et donc le lien s'est fait de manière évidente, naturelle, de cette manière-là. Hier, j'étais d'ailleurs avec l'équipe de Scan Pyramide, les gens avec qui j'ai fait ce projet, cette mission, et voilà, on va encore découvrir des choses. C'est vraiment un projet passionnant, puisqu'on peut voir à travers la pierre sans intrusion. Donc avec une technique très, très sophistiquée, en recoupant par différentes... on recoupe pendant des mois, les ordinateurs travaillent, et les équipes recoupent leurs découvertes, et on arrive comme ça à voir, et on a découvert une immense salle donc au cœur de Khéops, et on est en train de découvrir d'autres choses encore. Cette technologie est particulièrement intéressante, elle est très longue, elle est très difficile, et c'est pas pour ça qu'on va nous laisser percer, évidemment. Mais j'ai vu maintenant le système qu'on va mettre à l'intérieur, hein, donc si un jour les Égyptiens nous autorisent, c'est assez extraordinaire, parce que c'est une espèce de petit drone qui ira visiter cette fameuse salle qui est virtuellement, maintenant qu'on sait qu'elle existe. Alors justement, on y faisait mention, vous faites quelque chose d'assez périlleux, parce que vous faites des liens avec des albums précédents, des albums cultes. Comment on fait? On relit tout pour être sûr de ne pas se tromper dans ce qu'on raconte, ou on parle de ses souvenirs? Comment on travaille sur justement cet album qui n'est pas vraiment une suite, mais qui en même temps fait des ponts très évidents avec d'anciens albums? C'est comme dans Scooby-Doo. On avait un personnage Mortimer, dont nous savons des choses qu'il ignore, et puis à un moment donné, ça se retourne et il sait des choses que nous ignorons. Donc le mystère de la Grande Pyramide fonctionnait assez bien par rapport à ça. Et vous l'avez relu pour écrire? Surtout pas. Moi, moi, personnellement, je me suis dit, je ne relis rien, je me fie juste à ma mémoire et à ce que je m'en souviens. Thomas a relu. Mais moi, je suis plus scolaire. Moi, je suis un peu comme ça. Je suis moi avant de la bande. Et Laurent, ce travail de couleur, il s'éloigne de la ligne claire, justement? C'était une volonté? C'est-à-dire que j'ai jamais pensé une seule seconde travailler en fonction de la ligne claire, puisque le trait de François n'est pas si clair que ça. Non. Donc moi, ma mission, c'était vraiment c'était de comprendre son travail et puis d'être en symbiose avec son travail, de le mettre en valeur, ou de mettre en valeur en tout cas un récit. Donc ça, c'était vraiment ma mission première. J'ai jamais... bon, moi, c'est un peu comme Jaco, hein. Je connais les albums très très bien de Jacob, mais j'ai préféré ne pas non plus mettre le nez dedans parce que c'est tellement fort comme imagerie, comme graphisme, qu'on est vite happé. On peut être vite rapport, surtout moi qui suis une grosse éponge hein, de base. J'ai tellement été émerveillé par tellement d'auteurs et dessinateurs que je connais mes faiblesses. Et si je les regarde de trop près, je vais les ressortir comme ça telles quelles. Et je vais dire, mais non, je te jure, je n'ai pas regardé, je ne comprends pas. Donc surtout pas regarder et travailler avec la mémoire.
Mais en même temps, moi j'ai regardé beaucoup, mais à un moment donné, j'ai vu que ça n'allait pas pouvoir totalement m'aider, et que c'est vrai, ils ont raison par certains côtés, la mémoire qu'on a de l'œuvre, elle se détache du détail et elle conserve un petit peu l'essence, elle conserve une espèce de persistance rétinienne qu'avaient les images de Jacobs, qui est certainement la chose la plus difficile à retrouver. C'est une espèce de force où chaque image s'incruste en vous. Et ça, c'est ce qu'on a essayé de chercher. Se détacher un petit peu de la surface, de la ressemblance, pour aller chercher ça. Et en plus, curieusement, moi, ce qui m'a le plus intéressé, c'est un livre que m'a donné Laurent, et qui est un livre de photos de Jacobs, où il se photographiait pour toutes les poses qu'il devait dessiner. On sait très bien qu'il servait de modèle à Mortimer. Alors le livre, ça m'a beaucoup influencé dans la façon dont Jacobs posait. Mais ces attitudes très théâtrales, très opératiques, hein, pour essayer de créer un sentiment très évident, et qui en même temps était très graphique. Il savait très bien, en prenant ses poses, l'impact, puisqu'il dessinait avec beaucoup de précision, l'impact que ça pouvait avoir en dessin. Donc si vous demandez à quelqu'un, un de vos amis, de poser, il va poser, ça n'aura pas beaucoup d'intérêt, ça ne marchera pas. Un dessinateur, s'il pose, il sait ce qui peut être intéressant. Il sait que si on voit l'aile, l'attitude, le bras, ben ça sera plus facile à dessiner, ce sera plus facile. Et donc un dessinateur pose toujours mieux. Par exemple, Hergé... Un dessinateur-acteur. Oui, un dessinateur-acteur, alors évidemment, c'est imparable. Mais Hergé, par exemple, il posait pour Bob Demore. C'est incroyable, hein, mais c'est pas Bob Demore qui posait pour Hergé. Et ça dit bien parce que Hergé disait, ah tiens, si je me mets la jambe comme ça, ce sera mieux. Et ça sera plus rigolo. Il avait une expérience telle du dessin qu'il savait ce qu'il fallait pour incarner ça. Mais justement, vous décidez, que ce soit dans le scénario ou dans le graphisme, de faire un personnage vieillissant, en tout cas plus vieilli, il passe son temps à dire qu'il est fatigué, que c'est trop difficile pour lui, même dans le dessin. Pourquoi vous avez voulu à ce point parler d'un personnage qui vieillit? Parce qu'on a vieilli, déjà. Vous voyez quand même les efforts qu'on a fait, là, j'ai mis des nouvelles photos, Thomas. On donne de sa personne. Hein. C'est pour vous dire, oui, c'est une photo rigolote parce que Thomas, on avait eu comme ça une toute petite fourchette quand on a revisité assez tardivement le palais. On voulait refaire comme d'ailleurs nos aînés le faisaient, faire des repérages extrêmement précis. Et il y a toute une séquence qui se passe, comme si vous avez lu le livre, vous l'avez lu peut-être. Hein, bon. Une séquence qui se passe autour de ces statues. Mais du coup, il faut avoir l'échelle. Et on était dans cette coupole, et elle était fermée, et on n'était pas autorisé. Et puis Thomas et moi, on faisait un petit peu du lobbying pour qu'on essayer on nous autorise à sortir. Et puis il y a une fenêtre qui s'est ouverte, hein, Thomas, tu peux raconter. Mais c'est chouette quand justement on travaille a priori sur une bande dessinée, que le travail sur une bande dessinée peut nous ouvrir sur une aventure à nous, et pas forcément sur l'aventure qu'on écrit. Et effectivement, on était là, et en fait, tous les Bruxellois passent autour de ce palais depuis des années, et donc pouvoir monter au sommet, c'est déjà, je trouve, une aventure et un rêve. Mais alors pouvoir sortir à l'extérieur de la coupole et en faire le tour, c'est vraiment une aventure merveilleuse pour, je crois, tous les Bruxellois. Et soudain, cette fenêtre s'est ouverte, et le gardien qui était avec nous nous a dit je ne vois rien, je ne vous regarde pas, je ne sais pas ce que vous faites. Et on a pu se glisser en toute illégalité sur ces statues. Il a même rajouté, faites en sorte qu'on ne vous voit pas d'extérieur, parce que sinon... la police va arriver. La police va arriver. On a fait des choses quand même. Il a dit ne montrez jamais les photos aussi. Oui, ne montrez jamais les photos. D'accord. Oui, mais en même temps, pour répondre à votre question, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de dessiner des personnages qui ont notre âge, ou plus ou moins, parce ben voilà, quand je suis sur la statue, je m'imagine un peu Mortimer. Je ne l'aurais pas fait peut-être de la même façon si j'avais 30 ans. Et c'est intéressant parce qu'on ressent ça, et dans le dessin, du coup, les attitudes sont plus justes. Jaco et Thomas, pourquoi vous avez aussi insisté sur la fatigue de ce personnage qui est un peu un gag aussi tout le long de l'album? Le fait de les faire plus âgés permettait de se détacher quelque part de tout ce qu'on avait déjà vu, parce qu'ils se ressemblent moins, effectivement. Physiquement, ils ont un peu changé. Ça tombe bien, c'est un autre dessinateur. Et aussi que les préoccupations sont
pas celle des années 50, mais celle plus contemporaine, sur un vent solaire qui pourrait effacer le contenu de la structure de la Terre, donc effacer c'est un peu autour de ça que ça va, les vents solaires qui créent des aurores boréales sur les pôles, mais là c'est des aurores boréales autour du palais de justice, parce qu'un vent solaire pourrait effacer toutes les mémoires, c'est-à-dire tous les disques durs, il y a du coup toutes les possessions, et tout ce qui fait qu'il y a des gens qui sont riches et d'autres qui sont pauvres, et donc ça ferait une espèce de mise à zéro. Oui. Et justement, il y a une dimension politique dans cet album, il y a une dimension même utopique. Comment vous avez abordé ça et pourquoi avez-vous voulu transformer, en tout cas Blake et Mortimer, en utopie pour le futur? François était pas Non, mais en fait, pour nous, ce qui nous excitait... C'est étonnant, en tout cas dans l'album. On ne s'attend pas à avoir cette proposition politique très forte dans l'album. Ouais, c'est vrai, hein, c'est une proposition radicale. On ne s'est pas tout à fait rendu compte. Non, ce qui était intéressant, je pense que les récits qui nous intéressent, c'est ceux qui nous parlent de notre monde, qui nous parlent aujourd'hui. Et c'est ça que, si on prenait Blake et Mortimer, il fallait qu'ils réagissent au monde d'aujourd'hui, qui sauve le monde d'aujourd'hui, pas le monde de 1950 que j'ai très mal connu. J'étais trop gamin, et donc je me disais, mais qu'est-ce que... Voilà, et très naturellement, d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, avec Jaco et Thomas et Laurent, on ne s'est pas posé tellement ces questions. Par exemple, la question de savoir pourquoi il n'y a pas Ulrich, on ne s'est jamais posé. C'était évident qu'on avait envie de tracer quelque chose qui était notre désir aujourd'hui, en 2019. Enfin, à l'époque, on était bien avant. On a commencé en... Thomas En 16. Non, oui, je pense aussi que les Blake et Mortimer ont toujours été politiques. Leur façon d'agir sur le monde et de réagir au monde et de sauver le monde en 1950 ou 60 était déjà politique, vu qu'ils étaient finalement assez conservateurs. Leur façon de sauver le monde était de le conserver, de le maintenir en état. C'est nouveau, ils ont une autre manière. Alors effectivement, le monde étant devenu ce qu'il est, c'est-à-dire notre monde d'aujourd'hui, qui est un monde plus désordonné, plus menaçant, plus compliqué et plus dangereux, peut-être que le sauver, c'est de protéger lui-même en le réinitialisant. Voilà. Donc il continue à faire le même boulot, c'est sauver le monde, mais elle ne le sauve plus de la même façon. Il y a aussi une dimension apocalyptique. Il y a vraiment un Bruxelles apocalyptique dans la bande dessinée. On s'amuse à transformer cette ville que vous connaissez bien en territoire sauvage. C'est ça qui vous a plu? Vas-y, Jaco. C'est une ville qu'on connaît bien. On répondait d'abord à la question pourquoi y a-t-il depuis 32 ans des échafaudages sur le palais de justice et on ne voit jamais personne qui y travaille. Donc là-dedans, on a une réponse enfin dans l'album. Et ça va changer complètement là. Voilà, ça va changer la vision. Maintenant, on passera devant, on dira oui, c'est normal, c'est normal. Et heureusement qu'il est là. Une ville fortifiée, surtout une ville perdue. Et on a fait un espèce de Fukushima, de ville ceinturée pour protéger ce rayonnement. Ce qui est super, en tout cas pour moi, cinéaste, c'est de pouvoir le faire en BD parce que chaque fois qu'on a, il y a François va le dessiner. On se dit, François va le dessiner. Oui. Alors qu'au cinéma, on ne pourrait pas le faire. Trop cher. Mais alors, Bruxelles, parce que comme Laurent l'a dit, Bruxelles est une ville un peu sous-utilisée. Graphiquement, il n'y a pas tellement de choses. Il y a quelques trucs qui ont été faits, mais c'est pas énorme. Donc c'est intéressant, justement. Il faut aller là. Il faut travailler les lieux qui ont des potentiels forts, parce que c'est une ville très très intéressante. Et comme dit Jaco, on la connaît bien. Et ça, c'est une force, c'est de pouvoir la travailler presque sans le vouloir. Vous voyez, vous l'avez en vous. Je ne crois pas qu'on ait beaucoup de villes en soi. On a la ville où la ville comporte. On voit sur l'écran un personnage qui est avec nous, ce chien de Mortimer, c'est pas celui qui est à vos pieds. Oui, exactement. C'est le seul héros qui a légitimité en fait à être ici. C'est une manière de vous déguiser en Mortimer. Alors vous savez que Jacobs avait un chien qui s'appelait Blackie. Et donc je trouvais que c'était une façon de rendre hommage à Blackie. Mais on pense à vous aussi beaucoup en lisant... Oui, c'est facile. Jacobs se prenait comme modèle pour dessiner Mortimer. Donc c'est très naturellement que les dessinateurs prennent ce qui les entoure. C'est vieux comme le monde. On prend ses chaussures, on dessine sa veste, on dessine son chien, on dessine... Bon, je vais m'arrêter là, mais...
Mais on dessine ce qu'on a parce qu'on est... Comment dire, on ne peut pas inventer des choses. Alors, bon, mon chien, je peux le dessiner. Il est vraiment sympa, il accepte de poser. Et voilà. Pourquoi ce bébé? On voit ici également à l'écran la composition des cadres, le rythme. Jaco, vous qui venez du cinéma, est-ce que c'est une autre véritablement manière de composer une histoire, ou est-ce qu'au contraire vous avez retrouvé vos marques par rapport à votre travail de cinéaste et même de dramaturge? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est tout à fait autre chose. Et c'est super gai de pouvoir à 60 ans faire un truc qu'on n'a jamais fait avant. Et qu'au départ, on n'est pas qualifié. Donc on le remerciera jamais assez. Et moi, je ne le remercierai jamais assez. François de nous avoir invités là-dedans. Au niveau des cadres, évidemment, ça n'a rien à voir parce que le cinéma, c'est toujours le même. On est en 2,40 ou en 16,9. Des gros plans, voilà, c'est ça. Mais ici, c'est une fois en longueur, une fois en hauteur, une fois en. Donc le voyage de l'œil n'est pas du tout le même. Et je crois que ce qu'on a fait, c'est une espèce de mariage de nos incompétences complémentaires, c'est-à-dire le fait de ne pas savoir pour nous, de ne pas savoir comment on écrit un scénario de BD et de le faire un peu à la manière d'un scénario de cinéma. On s'est rendu compte après, tiens, ça met une dimension un peu différente, simplement parce qu'on ne savait pas qu'en BD, quelque part, le nombre d'actes est plus long, c'est plus des sous-histoires avec des sous-résolutions plus rapides. Ici, nous, on l'a fait avec un seul trait qui tend vers la fin. Ce qui fait aussi que l'album est très rythmé et qu'il y a plus d'action que d'habitude chez Black et Mortimer, non? Oui, mais ce que nous, on a essayé de faire, c'est qu'au niveau du scénario, on a envie de tourner la page le plus vite possible pour savoir ce qui va se passer, et qu'au niveau du dessin et de la couleur, qu'on a envie de s'attarder sur la page parce qu'il y a tellement de choses à regarder, que le voyage de l'œil est tellement complexe et riche. Et justement, Laurent, on voit à l'écran le travail sur la couleur qui est expressionniste, on pourrait dire. Ça vous va comme efficacité? C'est tout à fait ça, effectivement. Moi, c'est ce qui m'avait frappé chez Jacob, de mémoire, hein, toujours. C'est effectivement des contrastes, des choses qui ne sont pas du tout naturalistes et qui renforcent le récit, qui en fait foutent la trouille. Donc, tu parlais du temps, c'est vrai que cet album, François, Thomas et Jaco ont mis près de 3 ans à faire. Moi, c'est la bagatelle d'1 an, plus ou moins, 1 an pour faire cette mise en couleur. Je me suis énormément investi, j'ai pris ça à bras-le-corps comme si c'était l'aventure de ma vie, hein, je dois l'avouer. Et tu ne veux plus le faire? Et je veux plus le faire. C'est fini. Mais donc voilà, donc ça c'est vraiment les planches qu'on aime beaucoup aussi. La troisième case, c'est peut-être le seul clin d'œil à Jacob, c'est un peu le ciel. Oui. François un jour m'appelle, il me dit, tu sais, va un peu voir dans le mystère de la Grande Pyramide, il y a des cases qui sont très belles pour les ciels. Donc c'est le seul élément que j'ai emprunté à Jacob, c'est cette espèce de gris violet et ce rose. Ça m'allait bien. Voilà, typiquement le type de planche vraiment expressionniste et un peu effrayante et éclairée, je dirais, comme un plateau d'opéra, comme une scène d'opéra. On a alors des ruptures aussi, hein, des ruptures très fortes de densité et des ruptures narratives. Voilà, ça c'est vraiment typiquement le genre de travail qui représente bien l'album, avec des couleurs vraiment pop, un peu osées d'ailleurs. J'ai toujours dit à François, je suis sûr que je vais être le coloriste le plus haï de toute la bande dessinée, parce que en même temps François est un très 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 grand coloriste, et j'ai toujours inquiet de savoir comment ses fans allaient prendre ça. Alors il me répondait un mot, je crois, il n'était pas tout à fait rassuré au début. On retrouve aussi quelque chose, on a vu votre cours tout à l'heure Laurent, on retrouve aussi cet univers graphique et ce goût du rétrofuturisme que vous avez dans votre travail. Ouais. Vous avez apporté ça. Mais en fait, ce qui était très bien avec Laurent, c'est qu'il n'avait pas, de nouveau, comme pour Jaco et Thomas, il n'avait pas de réflexe. Laurent n'a jamais fait de mise en couleur de bande dessinée. Et alors, il a commencé, il a voulu faire de la bande dessinée, puis il s'est rendu compte que ça ne devait peut-être pas être le métier le plus rentable du monde. Ouais, voilà. Surtout au rythme ou au travail, parce qu'on est des lents. Et il faut beaucoup de travail, de documentation, de recherche. Et du coup, il arrive avec un œil et avec des audaces, et en même temps en se préoccupant
de la narration. C'est pas du tout quelqu'un qui va travailler la couleur pour le plaisir de la couleur. Il avait obligé les gens d'Argo à remettre le texte dans les phylactères pour vraiment que la couleur soit toujours en dialogue avec le récit. D'ailleurs, il nous a fait des réflexions sur le récit, sur lequel qu'on a modifié. C'était vraiment ça qu'on a cherché. C'est vraiment un travail à 4 que vous avez fait sur cet album. Oui, et d'ailleurs, il faisait des critiques que j'ai trouvées particulièrement désobligeantes sur mon dessin. Et j'ai dû rectifier, parce qu'il avait raison. Et cette espèce de dynamique où on retrouve une forme de fraîcheur, où les choses ne sont pas préfabriquées, préformatées. D'ailleurs, le papier a donné lieu, on a voulu un Mooncon, on a voulu l'imprimer avec un système d'UV, donc c'est une impression qui permet de garder la fraîcheur des couleurs. Du coup, il a fallu faire des recherches pour arriver à comment les couleurs de Laurent allaient atterrir sur cet UV, sur ce papier avec cet UV. Et donc, ça a été assez contraignant pour l'éditeur. Tout ça, c'est pour dire que c'était une aventure un peu particulière. Comme ça, pour essayer de faire en sorte que le livre soit, en tout cas pour nous, une aventure. Est-ce que vous avez des questions? Je peux vous donner mon micro si je continue. Parce que moi j'avais une question pour Jaco, c'est qu'on a vu dans votre cours et on retrouve dans la bande dessinée votre goût pour l'onirisme, pour cette idée que les rêves parfois peuvent expliquer des choses de la réalité. Vous y croyez? Pas du tout. Non, je pense que la réalité est déjà... Parce qu'il y a beaucoup ça dans votre cinéma, ce croisement entre l'onirisme et la réalité, et le mélange des deux. Je m'en étais pas rendu compte. C'est plutôt sur, sans savoir c'est quoi le réel, c'est la perception du réel qui est assez proche de l'onirisme. Et les cauchemars aussi qui hantent. Et les cauchemars aussi, oui. Pour l'instant, nous deux, on écrit un scénario de film qui est sur les rêves. François travaillait sur les pyramides. Je pense que tout ça finit par rentrer par la fenêtre doucement, et que les choses qui nous préoccupent et sur lesquelles on travaille par ailleurs sont des choses qui sont aussi qui deviennent un matériau. Et une question un peu étrange, pourquoi Black et Mortimer n'a jamais franchi vraiment le cap du cinéma? Pourquoi ce sont des héros inadaptables? Je sais pas. Je sais que moi je ne saurais pas l'adapter. Pas l'envie après ce... Mais parce que quand c'est bien, la BD, je me dis, tiens, le film serait moins bien que la BD. C'est comme un super bon livre. Tu vois, quand tu lis, tu te dis, il n'y a pas longtemps, quand on m'a fait lire un livre pour enfants, en disant, tiens, vous pouvez en faire un film. Et j'ai dit que c'est tellement bien en littérature, quoi. La littérature convient tellement bien à ça, le film serait moins bien que... Donc je pense qu'il y a vraiment des histoires qui s'adaptent très bien au cinéma, d'autres qui sont parfaites pour la BD, d'autres qui sont très très bien pour la littérature. Oui, pour compléter, je pense qu'il y a eu beaucoup de tentatives d'adaptation de la marque jaune, principalement, et je crois qu'à un moment donné, les réalisateurs se rendaient compte que s'ils arrivaient à en faire un bon film, ce serait un film qui se rapprocherait d'un film de Fritz Lang ou un film de Murnau. Mais alors à quoi ça sert de faire un sous Murnau ou un sous Fritz Lang? Et donc c'est une boucle. Il est profondément marqué par ces cinéastes, et il en tire une œuvre profondément inscrite dans la bande dessinée. Si on la repasse, à un moment donné, on se dit, mais à quoi ça sert? Ça sera une espèce de Fritz Lang modernisé, mais après tout, restons sur l'original. Pour conclure, qu'est-ce que vous voudriez que le lecteur ressente à la fin de votre album? Le sentiment qui devrait dominer? Thomas, ça c'est pour Thomas. Je sens que c'est une question pour Thomas. Ouais, François est toujours très gentil parce qu'il a le souci de faire parler tout le monde. Ben moi, peut-être très modestement, si le lecteur a passé un bon moment de lecture, je trouve ça déjà merveilleux. J'ai pas d'autre ambition. Maintenant, s'il y a autre chose qui se passe, c'est très bien aussi. Mais qu'il ne se soit pas ennuyé et qu'il ait passé un bon moment, c'est déjà formidable. Et c'est comme ça pour tout ce que je fais dans toute ma vie. Donc, voilà. Moi, j'irai un peu plus loin quand même. Je pense que ce qu'on espère, c'est que les gens gardent des images, gardent des choses en eux. Et plus que des images, des tensions, gardent des climats. Et puis, j'espère qu'un jour, si vous passez devant le palais de justice et que vous regardez la fête d'achalandage, vous ayez une autre vision, vous ayez envie de vous égarer,
d'entrer dans le palais, c'est assez facile, de vous perdre dans la salle des pas perdus, d'éventuellement prendre un escalier et de monter, et de vous égarer dans les combles du palais. C'est pas très compliqué. Hein. On pouvait, à une époque, les enfants montaient sur le palais, carrément. C'est ça le plaisir d'un auteur, c'est de transformer la réalité par ses œuvres. Ouais. C'est ça qui vous amuse le plus aujourd'hui. Ouais. Ah, t'en penses. Ouais. D'accord, pareil, un mot sur qu'est-ce que vous voudriez que le spectateur ressente, enfin le lecteur ressente. Mais de la même manière que Michel Bouquet dit, c'est pas l'acteur qui joue, c'est le spectateur qui joue. Ici, je pense que chacun va faire sa BD, son film, son œuvre. Moi, je sais que quand je l'ai lu, ce qui m'a le plus surpris, c'est que j'ai senti des odeurs, j'ai entendu des sons, j'ai vu du mouvement. Et là, je crois que c'est vraiment réussi quand le dessin apporte, le dessin à la couleur apporte ça. Que l'œuvre elle est refaite par le lecteur, recréée par le lecteur. C'est vrai, on ne s'imagine pas à quel point le lecteur, l'imaginaire du lecteur est important. Moi, ce que j'adore, c'est quand le lecteur me parle d'une case, me décrit la case, et elle n'existe pas. C'est une synthèse de différentes images. Il s'est construit une image, et ça, c'est formidable. Ou même qui me parle de la couleur d'un album noir et blanc. Ça, j'adore aussi. Et c'est la force de l'imaginaire du lecteur. Et vous avez une case préférée dans l'album? Qu'on va aller chercher après dans le... J'aurais dû avoir les questions avant. Une case préférée. Une case préférée. Oh, moi j'aime beaucoup le... Je pense pas que François l'ait pris. J'hésite entre deux cases. J'hésite entre la case du début avec le palais de justice sous la neige. Parce que... Voilà, il en a chié. Voilà. C'est vrai que c'était du travail, hein, en plus. Mais quand on travaille avec un auteur comme François et qui vous demande avec lui, on sait très bien qu'on en chie à la base. Parce que lui en chie, il n'y a pas de raison. Moi, c'est facile. Bon. Et puis la case, j'aime beaucoup la planche avant d'arriver près de la bourse. Hein, c'est la bourse, oui. Où ils sont en barque, dans la barque. Et puis il y a une espèce de petit ray de lumière comme ça à l'arrière-plan. Et puis la case de la grande place de Bruxelles. C'est pas que je suis chauvin, mais c'est vrai que c'est une case qui est assez impressionnante avec le Basilosaurus. Voilà, je devais en garder deux. Jaco. Moi j'aime bien la page plus que la case, la page où il y a la résonance entre justement le palais de justice sous la neige qui est complètement dingue, et puis les voitures arrêtées, abandonnées au milieu, le cerf qui grimpe sur des carcasses. Parce que c'est ce qui se passe entre les cases permet d'imaginer tout ce qui n'est pas dessiné. Thomas. Alors évidemment, j'adore la case spectaculaire du palais de justice sous la neige. Évidemment, j'adore la case de la Grande Place avec le Basilosaurus. Mais alors, j'adore la planche où il y a, vers la fin, quand il cherche le code sur l'engin, avec les 3 clics et le trabine arrière sur les 3 clics, je trouve ça super beau. Voilà. C'est marrant, ce sont vraiment toutes des cases qui sont arrivées vraiment en dessinant. C'est vraiment à 3, et puis après Laurent qui les réinvente par la couleur. C'est ça qui était un peu magique, c'était que c'est venu dans une espèce de dynamique comme ça. Vous voyez, c'est une énergie. Vous l'avez créé vraiment à 4. Oui. Et vous, François, vous n'avez pas répondu, c'est quoi votre case? Ah non, j'ai pas répondu. Ah, mais je sais pas. C'est le livre, sans doute. C'est sans doute l'image que les lecteurs vont garder en eux. C'est celle que je rêve qu'ils me renvoient. C'est celle que j'ai souvent envie qu'ils me décrivent. Merci beaucoup, messieurs, pour cette discussion. Ah, je dois dire quelque chose. Oui. Ah, bah maintenant on va se retrouver à la boutique Le Store où vous pourrez vous faire l'éducation à bande dessinée. Merci beaucoup. Ça va pas lâcher le chouchou.